Alors bonjour à tous et bienvenue sur notre présentation de notre exposé qui va parler du chiffrement dans le cadre des systèmes de contrôle d'accès de la télévision à péage. Alors cet exposé, il sera présenté par, Roman Girbal et moi-même. On a choisi ce sujet-là parce que ça nous intéressait, fortement de connaître un petit peu comment ça fonctionnait, tout l'aspect décodage des chaînes satellites cryptées. Parce qu'on a pu voir ça durant notre vie, en France, il existe à la fois des chaînes, transmises en clair et des chaînes transmises en crypté, comme par exemple Canal+. Donc cet exposé-là a été l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur ce domaine. Donc au niveau du sommaire, on va commencer tout d'abord par définir ce qu'est, un système de contrôle d'accès à la télévision payante. Puis on va essayer d'expliquer un petit peu comment cela fonctionne, en détaillant plusieurs algorithmes qui ont existé et qui existent encore, aujourd'hui. Ensuite, nous allons, voir en particulier le système Videocrypt qui est utilisé par les chaînes, de Sky TV, au Royaume-Uni. Donc on verra, également du coup comment il fonctionne, mais aussi les vulnérabilités de ce système, en termes de sécurité. Après ça, on va vous présenter notre implémentation à nous personnelle de VideoCrypt, qu'on a pu réaliser, en langage C et qui est une sorte de VideoCrypt version moderne, hein, puisqu'on va utiliser des images, avec des formats actuels, comme, le point PNG. Enfin, on conclura sur l'exposé en général et ce qu'on a pu apprendre. Alors le contrôle d'accès, qu'est-ce qu'un contrôle d'accès déjà? Le contrôle d'accès, c'est, un ensemble de structures et de techniques qui permettent de s'assurer en fait que lorsqu'on va diffuser un contenu payant, les seules personnes auxquelles ce contenu sera accessible, ça sera les personnes qui ont payé un abonnement au fournisseur. Donc ce système-là, il a été, inventé en fait par rapport à des problèmes de droits télé, puisque les fournisseurs achètent des droits télé, enfin des droits de diffusion de certains programmes et c'est des droits télé qui coûtent assez cher et donc ils doivent être, on va dire, remboursés, à travers une redevance, du public. Donc en achetant soit un abonnement, soit en payant, des vidéos à la demande. Alors ce contrôle d'accès, comment il fonctionne? Et déjà de quoi est-il, composé? On peut voir sur ce schéma qu'on a 3 principales, 3 principales structures. Dans un premier temps, le fournisseur, de service qui va transmettre le contenu vers un satellite. Ensuite, on a un décodeur qui est relié à notre télévision et qui va capter en fait le signal et l'afficher à l'écran. Et en troisième lieu, on va avoir une carte abonnée. Une carte abonnée, en fait, c'est une sorte de carte à puce intelligente qui se met dans le décodeur et qui va permettre, de dire au décodeur, en fait, que nous sommes bien autorisés à voir le programme. Donc dans le schéma, suivant, on va voir un petit peu plus en détail comment cela se passe. Donc on a bien, au niveau du fournisseur, un premier signal qui est tout à fait clair, qui va, être embrouillé par un algorithme, avec une clé de chiffrement. Cette clé de chiffrement va être envoyée à l'intérieur du signal brouillé. Donc ce signal, il pourra être capté par le décodeur, mais le décodeur en lui-même ne peut pas réellement, on va dire, convertir le signal embrouillé en un signal clair. Pour pouvoir effectuer cette opération, il aura besoin, des informations qu'il y aura dans la carte abonnée, puisque c'est la carte abonnée qui va transmettre la clé de déchiffrement finale, qui va permettre au décodeur, de désembrouiller, le signal original et de le rendre en clair sur, notre télévision. Alors au niveau des différents algorithmes qui ont pu exister, on retrouve, 1711 qui a été, hem, créé et inventé par Canal+, par la chaîne Canal+, qui était une des premières chaînes, payantes en France. Comme on peut le voir sur l'exemple, c'est une méthode qui se repose sur un décalage temporel des lignes des lignes d'image. Donc c'est un décalage qui se fait aléatoirement avec une valeur de soit 0, soit 902 nanosecondes, soit 1804 nanosecondes. Donc comme on peut le voir sur l'exemple, l'image est un petit peu décalée vers la droite. Il y aura, après cet algorithme-là, une nouvelle version un peu plus complexe, qui s'appelle l'Ingravision et qui va reprendre le fonctionnement, en fait, de Discrete 11, mais en le complexifiant un petit peu plus pour qu'il soit beaucoup plus sécurisé. Ce qui va être rajouté, en fait, c'est un mélange vertical de certaines lignes spécifiques, qui rendra la tâche de décryptage par des pirates beaucoup plus difficile.
Alors on va rentrer dans la partie où on va vous parler du système VideoCrypt en détail. Alors le système VideoCrypt, c'est un système qui a été introduit en 1989 par la société News Datacom et qui a été exploité principalement par les chaînes du bouquet télé Sky TV. C'est un algorithme qui se base sur le principe du cut and rotate. Le cut and rotate, comme son nom l'indique, c'est d'abord un point de coupure qui va être choisi au niveau de chaque ligne de pixels. Et à travers ce point de coupure, l'algorithme va effectuer une rotation symétrique et horizontale des deux parties au niveau de la coupure. Et cela sera fait du coup sur toutes les lignes de pixels qui composent l'image. Donc, comme on peut le voir ici sur l'exemple à droite, au niveau du point de coupure entre le 6 et le deuxième 6, la partie droite va basculer vers la gauche et la partie gauche va basculer vers la droite. Donc nous allons voir que le système VideoCrypt n'est finalement pas si sécurisé qu'annoncé, puisque malgré les évolutions matérielles fréquentes, certaines failles de sécurité subsistent malgré tout. Donc il y a deux vecteurs d'attaque pour le système VideoCrypt. Tout d'abord le matériel, mais ensuite l'algorithme lui-même, la partie logicielle. Donc concernant le partie matériel, la smart card est l'élément qui contient tous les secrets de déchiffrement, toutes les parties sensibles, on va dire, qui sont nécessaires pour déchiffrer correctement le flux. C'est donc la cible majeure de tous les pirates. Donc il y a deux types d'attaques concernant la smart card. Par exemple, les pirates ont pu empêcher les commandes distantes pour désactiver la carte. La commande était envoyée via le flux. Donc une attaque courante était de retirer la carte pour empêcher cette instruction de l'atteindre, ou encore de limiter le voltage en écriture sur la carte pour qu'elle ne puisse plus être désactivée. Secondement, vous pouvez également observer le fonctionnement de certains paquets de données envoyés avec le flux vidéo, qui étaient donc ces fameuses instructions concernant la carte. Et en regardant quel paquet avait quel effet, les pirates ont réussi à faire en sorte d'envoyer des paquets bien constitués, bien formés, pour ressusciter en quelque sorte une carte, c'est-à-dire la réactiver alors qu'elle était désactivée. Deuxièmement, à part la smart card, nous pouvons attaquer également le flux de données directement entre la carte et le décodeur. C'est-à-dire que si on diffuse ce flux en direct, certains autres utilisateurs peuvent le capter, le transmettre à leur tour à leur décodeur, car la carte envoie les mêmes informations pour la même chaîne au décodeur, peu importe l'abonné. Donc ils ont ici une utilisation de plusieurs utilisateurs avec une seule carte de manière simultanée. Et dernièrement, le même type d'attaque mais en flux de données différé, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer ce flux entre la carte et le décodeur pour pouvoir ensuite le décoder plus tard via une simulation de smart card sur ordinateur par exemple. Donc deuxièmement, les vulnérabilités du système en lui-même, les vulnérabilités logicielles. Donc ici ce qui est ciblé, c'est l'algorithme du cut and rotate. Premièrement, si on essaye de la méthode du brute force, reconstituer une image via la force brute prendrait 256 puissance 288 combinaisons d'images possibles, étant donné qu'on essaiera tous les points de coupe possibles pour chaque ligne. Et étant donné le format vidéo de l'époque avait globalement 288 lignes, on se retrouve vite avec une quantité d'images à vérifier totalement impossible. Deuxièmement, pour jouer sur la corrélation entre les deux lignes consécutives, c'est-à-dire que en cryptanalysant finalement l'algorithme en fait lui-même, on se rend compte que deux lignes d'une image finalement se ressemblent, et que donc si on teste 256 points de coupe possibles en fait, uniquement par ligne, et qu'on trouve le meilleur, on peut tout simplement réussir à avoir une complexité de 256 fois le nombre de lignes. Donc pour mesurer cette concordance entre les lignes, on utilise ce qu'on appelle la corrélation croisée de la luminance de deux lignes. C'est-à-dire qu'on va calculer la luminance de chaque pixel, ainsi on pourra avoir le meilleur alignement des deux lignes. Le premier exemple d'une telle attaque, c'est Marcus Kuhn en 1994 dans le fichier antisky.c qui permettait de décrypter une vidéo chiffrée avec VideoCrypt. Donc nous avons implémenté également notre version de VideoCrypt
de manière, je dirais, un peu plus moderne. Donc nous avons fait un petit programme en C qui permet de chiffrer une image PNG à la manière de VideoCrypt, donc avec le cut and rotate. Il permet également de déchiffrer l'image, que ce soit avec la clé, c'est-à-dire le seed pour générer des nombres aléatoires qui seront la séquence de points de coupe, ou sans le seed, via la cryptanalyse. On a utilisé pour ça la librairie libpng qui permet de manipuler les PNG et de faire les transformations nécessaires. Donc on a deux fichiers, un qui encrypte et un qui décrypte. Pour la partie qui chiffre, notre implémentation est certes plus moderne, mais elle n'est pas optimisée. Le but est ici de faire une démonstration, non pas de faire de la performance. Donc pour chiffrer, l'image est lue, l'algorithme de cut and rotate est appliqué avec un seed aléatoire. On détermine donc les cut points. Ici, on ne prend pas 256 cut points possibles, mais tous les pixels possibles d'une ligne sont des cut points possibles. Donc on inverse les deux moitiés d'une ligne, où le point de coupe est donc le cut point. Ce cut point est généré par un générateur de nombres pseudo-aléatoires qui a donc été seedé, on va dire, par la clé. Pour le déchiffrement, si nous avons la clé, il suffit d'appliquer l'opération inverse du cut and rotate, donc régénérer la même séquence qui sera donc identique parce qu'on a la même clé, et recouper la ligne au bon endroit. Pour la cryptanalyse, donc si on n'a pas le seed, c'est donc du décryptage. Le principe, c'est que, comme expliqué précédemment, on va calculer la luminance en fait de chaque pixel de chaque ligne. On va comparer la corrélation croisée, enfin on va faire la corrélation croisée en fait entre deux lignes, c'est-à-dire le produit scalaire en fait des vecteurs finalement qui représentent les deux lignes sous leur luminance. Luminance d'ailleurs qui est juste un calcul simple qui projette la valeur composite du RGB en nombre réel, c'est rendre les calculs plus simples. Et donc on prend l'argument finalement qui maximise ce produit scalaire, c'est-à-dire le décalage qui rend les deux lignes les plus concordantes. Ainsi on obtient une séquence de décalage et on peut appliquer l'algorithme du cut and rotate. On peut voir qu'il y a certains artefacts, la plupart des algorithmes existants corrigent ces artefacts via un détecteur de bord, mais ici ce n'était pas la peine étant donné qu'on ne veut pas forcément le résultat, mais juste montrer l'algorithme et notre implémentation. Donc en conclusion, pour dire que les systèmes d'accès conditionnel en fait limitent finalement la réception des programmes à des utilisateurs bien déterminés, et que la sécurité de ce système est basée sur un secret, donc c'est un cryptographie à clé secrète, transmis par le fournisseur via la smart card qui peut le déchiffrer. Malheureusement, un système de contrôle d'accès comme tel a plusieurs failles, notamment matérielles, et les smart cards peuvent être reproduites par des pirates ou modifiées pour avoir accès à toutes les chaînes. Donc nous avons implémenté de manière partielle VideoCrypt compatible avec des images PNG pour réaliser notre cryptanalyse. Cette implémentation prouve que VideoCrypt n'est pas indécryptable, mais qu'avec les ressources suffisantes, il est possible de reconstruire l'image sans aucune clé. Donc avec l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs, de tels systèmes de chiffrement ne sont plus adaptés. Merci.